Oui, bah au début j'avais fait un petit générique comme ça, quoi, avec des tableaux qui représentaient un grand fait militaire tout en ayant une valeur artistique. Et tu penses pas que ça vaudrait le coup d'en parler plutôt que de rappeler l'horrible générique du début? Ah ouais, c'est pour con ça. Aujourd'hui, je vous propose un art et la guerre pour vous parler du tableau de Diego Velázquez, La reddition de Breda. Il a été peint entre 1634 et 1635 et a pour second nom les lances. Ce tableau est une commande de Philippe IV, roi d'Espagne, et retrace la reddition de Breda tenue par les Néerlandais aux troupes espagnoles commandées par Spinola en 1625. Ça va nous permettre de parler de la guerre de 80 ans, de Velázquez, du Prado et d'analyser le tableau. Tout un programme. Je vais donc commencer par les faits avec un peu de contexte. À la moitié du XVIe siècle, l'Empire espagnol comprend des terres un peu partout en Europe, dont les Pays-Bas espagnols, composés de 17 provinces. Après Charles Quint, le règne de Philippe II tend les relations avec les nobles hollandais. Pour diverses raisons comme la montée du protestantisme dans le nord des Provinces-Unies, certaines contraintes commerciales et une plus grande volonté de pouvoir politique, des sécessionnistes décident d'engager la guerre de 80 ans en 1568. Qui durera bien 80 ans. Sans rentrer dans les détails, la guerre s'enlise, et il se dessine très clairement une scission dans ces provinces entre le Nord, définitivement acquis à la vision protestante et indépendantiste, uni par la Ligue d'Utrecht, et le Sud, encore catholique et loyal aux Espagnols, avec la Ligue d'Arras. En 1609, la trêve de 12 ans est signée, et on pense que la paix sera actée en séparant les Provinces-Unies des Pays-Bas espagnols. Mais Philippe IV décide de relancer le conflit en 1621. Il envoie un général expérimenté, Spinola, prendre la place stratégique de Breda, dont le siège commence en août 1624. Or, la guerre de 30 ans fait alors rage. Spinola ne peut donc compter sur beaucoup d'hommes ni de futurs renforts, déjà que ce siège dégarnit certaines régions espagnoles. Donc Spinola va devoir être méthodique en gérant ses hommes tout en se protégeant de potentiels renforts hollandais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le siège de Breda est un modèle pour l'époque. Cette carte de siège donne une idée du travail de fortification et d'isolation de Breda. Spinola inonde même certaines zones pour bloquer toute tentative de ravitaillement et renforce sa position contre les attaques extérieures. En tout cas, si les défenseurs de Breda résistent bien, ils étouffent. La couronne espagnole, de son côté, arrive à soutenir et financièrement et stratégiquement le siège, tant et si bien que la ville finit par se rendre le 5 juin 1625. Son défenseur, Justin de Nassau, négociera le retrait des troupes avec armes, femmes et enfants et le bon traitement de la ville, ce à quoi Spinola, ayant donné sa parole, veillera particulièrement. Si la chute de Breda est un coup très dur pour les Hollandais, les Espagnols ne pourront en profiter. Avec la guerre de 30 ans qui s'intensifie, ces derniers vont manquer de moyens pour pousser plus loin, d'autant plus que les Hollandais ont désormais une flotte capable de les bloquer sur la mer et dans les colonies. La guerre de 80 ans se terminera en même temps que la guerre de 30 ans en 1648 avec le traité d'Utrecht, séparant les Provinces-Unies, désormais indépendantes, des Pays-Bas espagnols. Les Provinces-Unies qui deviendront les Pays-Bas et les Pays-Bas espagnols qui deviendront la Belgique. Logique. En tout cas, en 1634, Philippe IV veut constituer un ensemble de tableaux à la gloire des victoires de son royaume au début de son règne. Ces derniers viendront meubler le Salon des Royaumes dans son palais du Buen Retiro en marge de Madrid. Ce salon doit servir de salle de réception pour les dignitaires étrangers, et Philippe IV veut en faire un lieu de prestige mettant en avant la grandeur de son règne. C'est donc tout naturellement qu'il commande un tableau sur la victoire de Breda, et c'est Velázquez, alors au sommet de son art, qui est choisi. Oui, alors Velázquez, c'est un monstre sacré, hein. Du XVIIe siècle, il faut retenir son nom en peinture. C'est un baroque qui a énormément travaillé sur la lumière et qui va influencer jusqu'à Manet, Picasso ou Dali. Heretiatoc. Quoi? Rien. Je me disais qu'il fallait faire une pause et comme je trouvais rien, bah j'ai dit quelque chose d'absurde. Ok. Du coup, la pause, c'est bon?
Attends. Vas-y. D'accord. Pour vous donner une idée du peintre, je ne résiste pas à l'envie de vous faire une analyse rapide du tableau Les Ménines, portrait de la fille de Philippe IV. Voici le tableau. Je vous laisse 3 secondes avant de débiter. C'est parti. Le sujet principal, c'est l'infante de 5 ans dans la lumière, toute candide dans sa robe blanche. Elle est entourée de 2 demoiselles d'honneur appelées Ménines, d'où le nom du tableau. À droite, une naine servante de la cour et un nain, certainement bouffon, qui embête un chien visiblement habitué. Derrière eux, dans l'ombre, la chaperonne de l'infante et son garde du corps. Dans l'arrière-plan, à contre-jour, le chambellan de la reine, qui apparaît d'ailleurs avec le roi dans le miroir. Autrement dit, nous, spectateurs, sommes témoins de la scène à la même place que le roi d'Espagne. Enfin, à gauche, on voit Velasquez, regardant le couple royal et en train de peindre le tableau que nous regardons. Attendez. Maintenant, en termes de composition, voyez comme les regards de Ménine sont opposés pour diriger le nôtre tout naturellement vers la fente. La lumière, loin d'un clair-obscur que Velasquez a dépassé, soutient ce centre de l'attention. Les nains à droite servent à mettre en valeur la beauté royale, tandis que les personnages à gauche, dont Velasquez, ont leur tête toute située dans le cercle à l'intérieur duquel se trouve le couple royal. Au-delà d'un portrait, c'est une véritable scène quotidienne de la vie de palais qui est présentée avec ses personnages et leurs relations et actions. Enfin, remarquons la croix de l'ordre de Santiago que Velasquez n'avait pas lorsqu'il a peint ce tableau et qu'il est donc venu rajouter plus tard, fier qu'il était d'avoir été anobli. Voilà. Bien entendu, ce tableau est décrypté dans tous les sens, donc amusez-vous. Et si vous allez à Madrid, n'hésitez pas à aller le voir au Prado. Où se trouve également la reddition de Breda, dont il serait temps que tu parles. Désolé. Donc, le tableau de 3,67 m sur 3,07 m représente Justin de Nassau à gauche remettant les clés de la ville au général Spinola avec en arrière-plan le siège de Breda. Et tout de suite, il faut signaler que ce tableau ne contient ni combat, ni symbole religieux, ce qui est assez rare pour l'époque. Par contre, j'ai pas pu déterminer si Justin avait véritablement donné les clés de la ville à Spinola. Les deux hommes se sont effectivement rencontrés et visiblement de manière très courtoise. Mais je n'en sais pas plus. Toujours est-il que le tableau est marqué par un certain réalisme. En arrière-plan, on reconnaît Breda ainsi que les inondations provoquées par les Espagnols et certaines fortifications de siège. D'ailleurs, Velasquez ayant connu personnellement Spinola, le portrait qu'il en fait est également réaliste, ce qui nous amène au premier plan du tableau. Qui nous intéresse beaucoup plus, je ne vous le cache pas. Ce premier plan nous donne à voir une scène très diligente. Pour se mettre à la hauteur de son adversaire, Spinola est descendu de son cheval et tient son chapeau et son bâton de commandement de la main gauche. Il empêche même Justin de s'humilier en s'agenouillant, semblant le regarder avec un immense respect. Ce tableau cherche à mettre en avance la mansuétude et la grandeur d'âme des Espagnols et donc de Philippe IV. Mais il s'agirait également d'en montrer la force, et Velasquez le fait avec une nuance bien sentie. En effet, si la scène entre les généraux est courtoise, Spinola allant jusqu'à se désintéresser des clés de Breda tendues par un Justin dominé, on peut observer que les hommes derrière les deux personnages ne présentent pas le même spectacle. À gauche, les troupes hollandaises sont assez désorganisées. De courtes lances ou hallebardes non rangées apparaissent et peu regardent la scène. Du côté espagnol, en revanche, on voit un certain nombre d'officiers présents, reconnaissables à leur collerette blanche, ainsi qu'un haut commandant qui se fend de l'écharpe rouge du commandement, en plus de celle de Spinola et de Justin. Observons également les longues lances en rang et droite en arrière-plan, montrant la discipline espagnole. De plus, les hommes représentés n'ont pas l'air d'avoir été marqués par les combats. La référence aux tercios, la troupe espagnole qui a dominé les champs de bataille depuis un certain temps à cette époque, est assez claire. On voit d'ailleurs certains arquebusiers dans la scène. Mais ce n'est pas tout. En arrière-plan des généraux, on peut voir un drapeau hollandais accompagné de lances abaissées en signe de reddition face au rang espagnol, droit et sûr. On notera également le grand drapeau, certainement celui du tertios de Spinola, ce dernier finançant en personne une partie des troupes. Ainsi, on a une scène réaliste mettant en avant la bienveillance mais aussi la force des Espagnols. Velasquez ne s'arrête pas là et fait encore une fois quelque chose d'assez inhabituel en inscrivant la scène non pas comme un fait religieux mais bien comme une affaire terrestre d'hommes. En effet, aucun signe religieux mais surtout beaucoup de petites actions faisant vivre la scène. Le cheval de Spinola piaffe d'impatience. L'écuyer de Justin semble discuter avec son index relevé. Certains se désintéressent des généraux, tandis que d'autres semblent n'attendre que cela. Enfin, plusieurs personnes regardent le spectateur comme pour le prendre à témoin. C'est ainsi que Velasquez porte son art à son plus haut niveau. Le travail sur la fumée, le ciel, ou encore la lumière sur les vêtements et les armures, dépassant un clair-obscur jusqu'ici classique, complète un tableau réaliste et humain. Bref, un grand tableau baroque qui a tout pour satisfaire Philippe IV.
Le tableau vient donc compléter la collection du Salon des Royaumes. À titre de comparaison des autres peintures du salon, le tableau échappe à la violence de la défense de Cadix ou de la victoire de Fleurus, à l'humiliation hautaine de la reddition de Juliers, ou encore au christisme de la récupération de Baïa. Aujourd'hui, le palais du Buen Retiro n'existe plus, mais le Salon des Royaumes lui a survécu et a intégré le Musée national du Prado de Madrid. Ce salon est d'ailleurs rempli de plein d'autres tableaux exceptionnels, donc si vous allez à Madrid, vous savez désormais quoi faire. En tout cas, j'espère ne pas vous avoir rebuté avec cet exercice formel d'analyse de tableau. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.